Bonjour et bienvenue au Parlement européen, ici à Bruxelles, pour Europe Hebdo. Dans ce numéro reportage au Danemark qui a décidé de taxer les mauvaises graisses dans l'alimentation, nous verrons si c'est efficace. Et puis cette semaine, la campagne électorale française marquée par une polémique européenne. François Hollande est-il victime d'un boycott des dirigeants conservateurs? C'est la question posée par Nora Hamadi. On l'avait presque oublié, mais l'Europe est en crise. Crise de la dette, crise de croissance, crise de confiance. À l'heure où des centaines de milliers d'Européens descendent dans les rues pour crier leur colère, il semblerait que certains dirigeants conservateurs fomentent des pactes. Un pacte contre la crise? Non. Un pacte contre le candidat socialiste à l'élection présidentielle française. Révélé par le quotidien allemand Der Spiegel, l'idée est on ne peut plus simple. 4 des plus importants dirigeants européens ont scellé un accord. Ne pas rencontrer François Hollande lors de ses visites dans les capitales étrangères. Tour à tour, Angela Merkel, David Cameron, Mariano Rajoy et Mario Monti ont démenti l'information. Mais les faits égratignent quelque peu leur défense. Si la chancelière allemande a ouvertement affiché son soutien à Nicolas Sarkozy, le Premier ministre britannique a d'ores et déjà snobé François Hollande lors de sa visite à Londres. Un boycott en forme d'avertissement pour le candidat qui souhaite renégocier ce traité européen déjà accouché dans la douleur. Du côté de l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, on minimise et on répond au tacle. Pas de problème. Ni de crédibilité, ni de stature internationale. Et de toute façon, c'est au peuple de décider de ses dirigeants. Mais alors, existe-t-il vraiment un front anti-Hollande en Europe ? Alors avec nous sur ce plateau, Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen français, vous êtes du groupe des Verts, vous êtes membre en France d'Europe Les Verts et puis vous êtes également un membre actif, un conseiller en tout cas d'Eva Joly après avoir été son porte-parole. Est-ce que ce magazine allemand a raison? Est-ce que selon vous, il y a un vrai boycott de François Hollande chez les conservateurs européens? J'imagine mal qu'il y ait un tel boycott, surtout de la part de Monti, qui est soutenu en Italie, également par la gauche, et qui est quelqu'un qui a essayé depuis qu'il est arrivé au pouvoir après Berlusconi de fragiliser le couple Merkel-Sarkozy et d'avoir une autre approche. Maintenant, s'il y avait un tel pacte, ça montrerait que finalement ces dirigeants ont moins à cœur l'intérêt européen que leur intérêt national, souvent, on l'a vu dans la gestion de la crise, mais surtout leur intérêt partidaire. C'est-à-dire que finalement cette crise serait aussi un prétexte pour un agenda libéral et ce serait le plus dramatique de l'histoire. Mais ce que vous nous dites quand même, c'est que selon vous, ce pacte n'existe pas, c'est une invention. Je pense que c'est une invention. Je n'imagine pas en tout cas Monti être dedans. On sait que Madame Merkel avait envisagé ou envisage de soutenir le candidat Sarkozy, ce qui serait là encore une énorme faute. Parce que si François Hollande est élu, Madame Merkel aura travaillé avec François Hollande, et puis le couple franco-allemand ne peut pas fonctionner sur des logiques uniquement partidaires. En quoi y a-t-il une faute qu'un dirigeant d'un bord politique soutienne un autre dirigeant, certes dans un autre pays européen, mais qui est du même bord politique que lui ? Parce que quand on est président de la République ou chef de gouvernement, on représente un pays, on ne représente plus un parti. Qu'il y ait des amitiés, qu'il y ait des liens, là on voit bien des libéraux et conservateurs, c'est une chose. Mais quand on a à cœur de sortir l'Europe de la crise, et on sait à quel point la crise est importante, on ne peut pas être simplement sur une logique partidaire. Et encore une fois, ça démontrerait que la crise n'est pas seulement une réalité, elle est aussi un prétexte à un agenda libéral qui fait que dans les différents pays, on peut parfois casser un certain nombre d'acquis sociaux, plutôt que d'avoir une réforme, comme nous le souhaitons, de l'Europe, sur la relance, sur l'investissement et sur sa démocratie. Alors ce qui fait que peut-être cette information ou cette rumeur sur cet éventuel pacte anti-Hollande semble crédible, c'est le fait que François Hollande a dit qu'il allait demander la renégociation d'un autre pacte, un pacte de stabilité budgétaire. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas été maladroit? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dire, bon ok, on va signer ce texte, on va le ratifier, mais en revanche derrière on va apporter des modifications sur autre chose? Est-ce qu'il faut, avant d'être élu, dire qu'on va tout changer? Ça a peut-être été maladroit. Nous, évidemment, nous avons fortement, et nous qui continuons à critiquer fortement ce traité,
y compris parce qu'il n'est pas nécessaire, on l'a déjà dans la loi européenne, et puis surtout qu'il veut inscrire dans les constitutions la règle d'or, alors qu'on sait bien en plus que personne ne pourra la respecter en 2013. Donc c'est déjà une faute sur le fond. Mais ce qu'on voit surtout, et on voit la communication de François Hollande évoluer d'ailleurs, il dit plus tellement il faut renégocier ce qui a déjà été acquis, il dit il faut négocier des traités complémentaires, des accords complémentaires qui iront cette fois sur l'investissement, qui iront cette fois sur la relance et qui permettront à l'Europe de ne pas simplement être aujourd'hui une Europe de l'austérité budgétaire, mais aussi une Europe qui se projette dans l'avenir et puis surtout qui se construit démocratiquement. Donc on voit bien qu'il y a une évolution de sa communication, en tout cas de son équipe, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que nous avons toujours considéré que, à la fois, côté européen, il aurait fallu voter le MES, le mécanisme européen de stabilité, parce que c'est la solidarité, qu'on souhaite que ça soit accru, mais il va falloir négocier, en plus du traité actuel, un traité qui met l'investissement, qui met le social, l'environnement au cœur de l'Europe. Vous qui êtes un fin connaisseur des mécanismes européens, est-ce que vous pensez que François Hollande a cette connaissance de l'Europe quand il fait ces déclarations qui sont absolument tonitruantes? Mais c'est ça le problème de cette élection présidentielle, c'est qu'on voit bien qu'il y a toujours dans l'élection présidentielle française l'idée qu'on va élire le roi ou la reine, l'homme ou la femme providentielle, et que cette personne-là va pouvoir quasiment seule gérer les problèmes des Français dans un cadre franco-français. On sait que ce n'est pas la réalité, mais la campagne présidentielle pousse tout le monde à dire « je vais m'occuper de vous dans le cadre franco-français ». La réalité, ça devrait être que François Hollande, comme le fait Eva Joly, comme le font les autres, disent « mais il n'y aura pas de France forte sans une Europe forte » et qu'aujourd'hui, la discussion qu'on peut avoir sur les transferts de souveraineté au niveau européen, ce n'est pas des pertes de souveraineté au niveau français, c'est la reconstruction d'une souveraineté à une échelle pertinente pour traiter de la finance, pour traiter du climat ou pour traiter de n'importe quel grand problème de ce monde. Est-ce que Eva Joly est suffisamment, ce que vous dites par exemple sur la reconstruction d'une souveraineté au niveau européen, est-ce que vous pensez que le discours d'Eva Joly est entendu aujourd'hui dans la campagne française? C'est difficile parce qu'on voit bien que l'environnement n'est pas un sujet, parce que la très grande majorité des candidats disent on s'occupera d'environnement quand on aura réglé la crise économique et la crise sociale. Nous considérons que, comme ça se discute d'ailleurs au niveau européen, traiter la question du climat, traiter la question du nucléaire, traiter la question de la biodiversité, c'est sortir de la crise économique et sociale parce que ça permet l'innovation dans l'industrie, ça permet la création de milliers de PME en Europe et de centaines de milliers d'emplois. Donc Eva Joly est sur ce discours-là, mais c'est vrai que l'écologie a du mal à s'imposer dans une campagne en plus. C'est l'écologie ou c'est Eva Joly qui a du mal à s'imposer? C'est l'écologie. Moi je vois bien dans mes amis, dans ma famille, dans les militants écologistes, il y a parfois la tentation aujourd'hui de dire le discours de Nicolas Sarkozy est tellement extrême, il va tellement loin dans la division des Français aujourd'hui contre les musulmans, qu'il faut absolument le sortir pour qu'il y ait une alternative possible. Donc tant que les électeurs écologistes ne seront pas rassurés sur l'élection de François Hollande, eh ben, ils iront peut-être voter utile. Et donc notre message à nous, c'est de dire attention, bien sûr le 22 avril et au second tour, il faudra sortir Nicolas Sarkozy, mais il ne faut pas que le quinquennat qui arrive soit un quinquennat perdu pour l'écologie, parce que ça, ce serait une grande catastrophe pour nous. Merci Yannick Jadot d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, pas en Europe, mais qui est important pour l'Europe, ce sont les élections en Russie. Et évidemment, les télévisions européennes en ont parlé. Je vous propose de regarder ce zapping des télévisions en Europe réalisé par Aurélie Dafas. Un scrutin en toute transparence, c'est du moins ce que semblait avoir promis Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle. Après les fraudes constatées aux législatives de décembre, les autorités avaient décidé d'installer un dispositif inédit. La nouveauté dans cette élection, ce sont des milliers de webcams, 180 000 selon les autorités, qui ont été installées dans les bureaux de vote pour permettre à tout qui s'est inscrit sur le site officiel de vérifier que tout se déroule sans fraude. Mais l'AFP a constaté que certaines urnes sont hors du champ de la caméra et il y a aussi quelques problèmes techniques.
Les caméras sont parfois très bien placées, bourrage électoral en direct sur Internet et images reprises par les télévisions européennes. La victoire de Poutine a comme un petit goût fade à cause de l'ombre jetée par les accusations d'escroquerie. Les vidéos Internet montrent comment ces hommes au Daghestan mettent les bulletins de vote les uns après les autres dans l'urne. Heureuse coïncidence, une caméra de surveillance avait été placée là. Pour la BBC, ce n'est pas tant l'élection que l'avenir qui est inquiétant. Le journaliste rappelle les relations tendues des pays occidentaux avec le leader russe, un leader qui pourrait bien rester au pouvoir jusqu'en 2024. Ce n'est pas un secret, certains dirigeants étrangers n'aiment pas traiter avec Poutine, et c'est réciproque. M. Poutine a accusé l'Ouest de pousser à une intervention militaire en Syrie et à un changement de régime en Iran. Il a même accusé l'Amérique pour la mort du leader libyen Kadhafi. Et maintenant, il lance un nouvel avertissement, la Russie créera une nouvelle force de frappe aux frontières si les États-Unis étendent leur bouclier de défense antimissile. Alors comme chaque semaine, nous accueillons ici sur notre plateau un correspondant ou une correspondante journaliste ici à Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Horry. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la correspondante de la radio-télévision suisse. Ça s'appelle depuis quelques jours RTS. Auparavant, ça s'appelait TSR. C'était plus connu sous ce nom-là. Est-ce que la télévision suisse a beaucoup traité cette élection en Russie ? Oui, on a même fait une page spéciale dans notre téléjournal, une page spéciale d'une quinzaine de minutes avec des équipes et le présentateur du journal qui était sur place. Parce que pour la Suisse, c'est un sujet important. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on n'a pas beaucoup couvert la Russie ces dernières années parce qu'il ne s'y passait pas grand-chose. C'est une sorte de rattrapage. Oui, et puis c'est aussi une manière de prendre note qu'il y a eu un mouvement dans la société civile. Et puis la deuxième raison, c'est que ça concerne quand même nos spectateurs parce qu'il y a en Suisse beaucoup de Russes. On voit arriver ces dernières années la classe moyenne, aisée, russe, celle qui est née un peu à l'époque Poutine. Ce sont des gens qui viennent faire du ski en Suisse, qui viennent travailler en Suisse. Il y a vraiment une forte communauté, une dizaine de milliers de personnes qui résident entre Genève, Zurich et la Russie. Alors vous êtes correspondante, donc, je disais, de la télévision suisse. Vous êtes ici basée à Bruxelles. En quoi la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, s'intéresse-t-elle aux informations européennes ? Elle s'y intéresse beaucoup parce que quand vous regardez la carte de l'Europe, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'au milieu, il y a une île, c'est la Suisse. Elle est en plein milieu de l'Union européenne, donc évidemment, elle a énormément de connexions avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne reste un truc un peu bizarre pour les Suisses, un truc qui les intrigue beaucoup parce qu'on a du mal à comprendre comment nos voisins ont pu accepter de mettre autant de souveraineté en commun. Ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a du mal. Ou perte de souveraineté pour les Suisses? Oui, pour les Suisses, c'est perçu comme une perte de souveraineté et vraiment ce qui, dans les autres pays, est parfois critiqué comme le déficit démocratique de l'Union européenne, en Suisse, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde avec beaucoup de méfiance, et notamment la crise de l'euro, les ennuis de l'euro ont convaincu en Suisse qu'on avait bien fait de ne pas renoncer au franc, de ne pas renoncer à notre souveraineté pour aller dans l'Union européenne. Est-ce qu'on parle, je dirais, plus de l'Union européenne sur la télévision suisse francophone que par exemple sur les autres télévisions francophones que vous connaissez? Télévision française par exemple? On en parle de manière différente parce que nous, on parle beaucoup des sujets bilatéraux, c'est-à-dire les sujets, il y a beaucoup de dossiers communs entre la Suisse et l'Union européenne et c'est plutôt ça qu'on va traiter, qu'on ne va pas avoir la même couverture, on ne va pas traiter les sujets d'actualité de l'Union européenne parce qu'on n'en est pas membre, sauf quand il y a vraiment un gros problème, une grosse crise, la Hongrie, l'euro, là oui. Mais c'est pas la même couverture. Et ce qu'on fait... Ce que je fais souvent, je fais souvent des directs sur que pensent les Européens des Suisses et pourquoi on ne nous aime pas tellement, pourquoi on a une relation compliquée. Ça c'est un de mes thèmes. Vu de Suisse, on a l'impression qu'il y a une opinion publique européenne? Oui, on dit souvent l'Union européenne. C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre qu'il y a à Bruxelles la Commission et puis les États membres. Ça, pour nous, c'est un ensemble global.
C'est vrai qu'après, on va peut-être aller chercher, quand c'est des sujets qui concernent vraiment la Suisse, on va aller chercher ceux qui sont plutôt sympathiques à la Suisse. Par exemple, sur les sujets de secret bancaire, ça va être le Luxembourg, l'Autriche. Et puis les pays qui nous attaquent plus, comme la France ou l'Allemagne par exemple. Merci beaucoup Isabelle Horry d'avoir accepté notre invitation. On va partir un petit peu plus au nord en Europe. On va aller au Danemark. Le Danemark, vous le savez, est le premier pays au monde à avoir créé une fat tax, comme on dit en bon français, une taxe sur les graisses. Regardez ce reportage à Copenhague réalisé par Flora Sauvage. Premier pays au monde à taxer les mauvaises graisses dans la nourriture, le Danemark a instauré depuis le 1er octobre 2011 une taxe sur les graisses saturées. Des graisses que l'on retrouve par exemple dans le beurre, les produits laitiers, l'huile, le chocolat noir ou encore la charcuterie. Pour Anders et Tina, parents de 2 jeunes enfants et vivant à Copenhague, cette taxe n'a pas changé leurs habitudes. On continue à manger la même quantité de beurre. Je sais que c'est devenu un peu plus cher, mais dans l'ensemble, ça n'a rien changé pour nous. Je sais qu'il y a des graisses saturées dans d'autres produits, mais je ne pourrais pas dire si le saucisson ou le pâté sont concernés par cette taxe. Si ça peut aider les gens à changer leurs habitudes alimentaires, pourquoi pas? Mais je préférerais quand même que cette taxe n'existe pas. Si Anders n'est pas très favorable à cette nouvelle taxe, au ministère des Impôts, on s'en félicite. Le but est de changer les habitudes alimentaires des Danois et d'augmenter leur espérance de vie. Une consommation importante de graisses saturées peut causer des maladies cardiovasculaires. Et en réduisant cette consommation, on espère en réduire le risque. On sait aussi que si on augmente les taxes sur le tabac, ça conduit des gens à arrêter de fumer. Et je pense que la taxe sur les graisses saturées peut changer les habitudes. Concrètement, 1 kg de graisse saturée est taxé 16 couronnes, soit 2,15 €. Pour la Confédération des industries danoises, cette taxe est un cauchemar administratif car on a choisi de taxer les ingrédients utilisés dans la composition des produits et non le produit fini. Ce qu'on a fait au Danemark, c'est qu'on a choisi de taxer les produits de base très en amont, ce qui veut dire que pour les consommateurs, il n'y a pas de lien entre la taxe et la quantité de gras dans le produit qu'ils achètent. Ce qu'on dit aux politiques, c'est si vous voulez cette taxe, alors faites-la transparente et simple pour les entreprises et pour les consommateurs. Si vous n'êtes pas capable de l'exprimer simplement, les gens ne pourront pas comprendre l'objectif et ils ne changeront pas leurs habitudes alimentaires. Une taxe peu lisible pour les consommateurs. À l'heure des courses au supermarché, les Danois sont plutôt opposés à ce nouvel impôt. Ils avaient une idée, celle d'aider les gens à manger plus sainement, mais ils ne sont pas parvenus à leur fin. En fait, il vaudrait mieux faire en sorte que les produits bons pour la santé soient moins chers et que les autres produits soient taxés. Ça fait mal au porte-monnaie parce que beaucoup de produits contiennent des graisses. Alors, si les taxes augmentent, on est obligé de dépenser plus. Je sais que je dois acheter moins de gras, mais on ne peut pas acheter du beurre sans gras, ça n'existe pas. Je pense que c'est complètement stupide. Aujourd'hui, il est trop tôt pour dire si la taxe sur les graisses saturées a amélioré la santé des Danois. En attendant, elle devrait rapporter 320 millions d'euros par an à l'État. Au Danemark, c'est plutôt la loi sur les acides gras trans qui a profondément changé les habitudes. Dans cette pâtisserie, la plus ancienne de Copenhague, il a fallu adapter toutes les recettes. On a eu des soucis au début, car nos gâteaux ne gonflaient plus. C'est une question de température de cuisson, donc on a changé d'ingrédients. Et au final, ça n'a pas été trop compliqué. Dès 2003, une loi interdisant les acides gras trans, des graisses très nocives pour la santé, a été votée. Elle a profondément modifié les habitudes alimentaires
et a poussé les industriels à changer la composition des produits. Je suis content de vivre au Danemark, un pays qui a le cran de prendre des initiatives telles que celle-ci. Mais je pense que c'est la mauvaise solution. Il faudrait baisser le prix des produits sains. D'ailleurs, le Danemark a été précurseur avec sa loi sur les acides gras trans. Depuis cette loi, on a eu 5000 crises cardiaques en moins par an. Lutte contre l'obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, l'alimentation devient un enjeu de santé publique. Si le Danemark a choisi une politique répressive, la majeure partie des pays européens préfèrent axer sur des campagnes de prévention. Avec nous cette semaine, Marc Tarabella, député européen de nationalité belge. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un défenseur ardent de la santé des consommateurs européens qui ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. Mais tout de même, est-ce que c'est une bonne idée cette taxe? Est-ce que vous pensez qu'il faut taxer les produits trop gras? Est-ce que ça a un sens? Je pense très clairement que c'est une fausse bonne idée. Et je m'explique, je suis aussi défenseur de l'agriculture de qualité et des traditions dans ce Parlement et de la protection des consommateurs, comme vous venez de le rappeler. Je veux dire par là qu'il ne faut jamais culpabiliser la bonne nourriture et le fait d'en consommer. Il faut juste, je pense, éduquer les citoyens consommateurs à mieux manger, à mieux équilibrer leur alimentation, à faire peut-être de l'exercice sportif dès qu'on est jeune et peut-être le continuer par après, avoir une pratique plus saine de vie. Mais taxer les aliments sans sucre et sans graisse, ça veut dire promouvoir une nourriture de mauvaise qualité, qui n'a plus de goût. Et ce n'est pas étonnant que ça vienne du Danemark. C'est un pays du nord de l'Europe où le goût, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a clairement une frontière en Europe entre les pays du nord, et je peux le dire, à tradition religieuse protestante, où peut-être le plaisir de manger est moins présent que dans l'Europe à tradition catholique. Et moi je parle à l'aise, je suis presque athée. Mais dans l'Europe catholique, on peut bien manger, et puis si c'est pendant la période de carnaval, on va à confesse après pour se faire pardonner. Et je dis ça peut-être sur le ton, peut-être de l'humour, mais c'est vrai, toutes les propositions qui visent à taxer la nourriture de qualité, qui a du goût, viennent du nord de l'Europe. Et c'est trop simple de vouloir pénaliser les nourritures qui sont produites à base de produits de qualité. Si je prends la France, est-ce qu'on va taxer et surtaxer le reblochon, les poisses ou le Munster? Ce serait catastrophique. On comprend bien, vous mettez les pieds un peu les pieds dans le plat, on comprend bien votre idée. Donc en fait, vous êtes quand même d'accord sur l'idée de mieux informer le consommateur qui a le droit de savoir ce qu'il y a vraiment dans ces produits, mais pas pour cette taxe. Le but, c'est quand même de lutter contre l'obésité, réduire les maladies cardiovasculaires. Et là, je peux manger rejoindre... trop gras, c'est pas forcément bon non plus. Très clair, très clair. Mais vous dites, c'est pas... Le but, c'est d'avoir une nourriture plus saine pour prolonger la vie, pour vivre mieux. Et donc clairement, il faut avertir le citoyen que trop de graisse c'est mauvais, trop de sucre c'est mauvais. Mais avec ce système-là, on va primer et non taxer le cola light qui est bourré d'aspartame. Par contre, le lait entier va être taxé. En France, il y a une taxe sur les sodas qui est rentrée en application depuis le 1er janvier. Vous dites que ça, c'est pas non plus forcément une bonne idée? Taxer les sodas, peut-être, parce que quand ils sont hyper sucrés, il faut juste, pour moi, informer le citoyen de la teneur en sucre et en graisse et de promouvoir des boissons plus saines. Et vous savez, les jus de fruits, ça peut paraître très sain. Quand ils sont avec du sucre ajouté, c'est pas bon. Mais ça, c'est indiqué dans l'étiquetage actuel. Au niveau européen, justement, il y a eu un texte qui a été présenté l'an dernier ici pour instaurer un nouvel étiquetage sur les produits alimentaires avec je schématise, un feu vert pour dire ce produit on l'a refusé, bon pour la... Voilà. Et alors, je suis parmi ceux qui l'ont fait parce que ça participe de la même logique que la taxe. Le feu vert va vous taxer, va vous faire croire que le soda light est excellent pour la santé. C'est trop schématique, pas la réalité. C'est trop résumé et ça tue une bonne information. C'est trop résumé, c'est trop simpliste. Et ce qui est simpliste est mauvais. Le feu rouge sur le lait entier, le feu vert sur le cola light. Mais c'est complètement absurde. Le feu rouge sur le fromage de qualité fait par un artisan et le feu vert sur des ersatz de fromage qui sont faits à partir de peut-être d'huile de palme d'ailleurs, d'huile végétale dont on ne sait d'où elles viennent, au lieu du beurre. Le beurre, c'est quand même meilleur, ça a une meilleure saveur aussi. Il faut juste le consommer en moindre qualité et pas mettre 1 centimètre de beurre sur sa tartine, mais peut-être le gratter avec le couteau. Oui, sans doute. Et donc, là, je m'insurge contre ces fausses bonnes idées
sachant que le but initial est excellent. Promouvoir une meilleure santé, je peux adhérer à cela. Vous avez été assez sévère sur le Danemark. Ce que vous nous dessinez là comme Europe, c'est un peu un continent qui n'aurait plus ni saveur, ni... Si, mais il y a des frontières en Europe, nord-sud, est-ouest. On est tous unis, mais dans notre diversité. Et je dis que par rapport au goût, il y a une frontière en Europe, c'est historique. C'est pas moi qui le dis, j'ai lu des bouquins là-dessus. Et c'est la tradition entre, au départ, la religion protestante et la religion catholique. D'ailleurs, la seule région d'Allemagne où on mange bien, c'est la Bavière, qui est une région à tradition catholique. Je dis bien à tradition. Et rassurez-vous, je ne veux pas mêler la religion aux décisions politiques. Il y a une séparation claire, mais il y a des traditions culturelles qui font que la réalité est celle-là. Ces propositions viennent des pays anglo-saxons, le feu rouge, le feu vert, ou nordiques. On parle de religion, de politique. En France, il y a une polémique qui fait rage en ce moment. J'aimerais avoir votre réaction dessus. Nicolas Sarkozy qui a proposé de mettre en place un étiquetage sur la méthode d'abattage des viandes. Est-ce que ça vous choque ? Non, ce qui me choque, c'est d'abord par rapport à la viande halal, par exemple. Qui fait la proposition? On sait qui, j'ai pas envie de lui faire de la pub. Et dans quel contexte? Le contexte des élections présidentielles, c'est purement campagne électorale. Le fait que M. Sarkozy reprenne ça dans son arsenal de dispositions gadgets pour l'instant, c'est parce qu'il est aussi en campagne électorale et qu'il marche sur l'électorat du Front National et qu'il veut récupérer à droite l'électorat qui pourrait lui faire défaut. Point à la ligne. Ça n'a aucun sens pour vous, cette... C'est purement électoraliste. Alors pour revenir sur la santé du consommateur en Europe, on comprend bien l'idée de cette taxe pour mieux savoir le contenant finalement le contenu des aliments. Pourquoi taxer plus tel produit, tel autre, alors même que l'ensemble, le contenant alimentaire est tout aussi mis en cause en ce moment en Europe? On sait bien qu'on n'a plus confiance en rien, on mange des produits qui sont emballés dans des plastiques censés être porteurs de bisphénol A. Est-ce qu'il n'y a pas une défiance? Non, il ne faut pas noircir le paysage. La sécurité alimentaire n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Parce que tout est contrôlé. En Europe, tout est contrôlé. Est très contrôlé. Et ces contrôles fonctionnent pour vous? Hyper contrôlé. Et ça fonctionne plutôt bien car les crises alimentaires, heureusement, se raréfient. Avant, il y a des tas de gens qui mangeaient du pain soi-disant bio, peut-être. Mais il y a quand même des inquiétudes. Il y a des dizaines d'années, du pain sans additifs, et puis peut-être ils sont morts sans savoir qu'il y avait des champignons à l'intérieur du grain qui faisait le pain, qui faisait la farine. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité d'Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine à Strasbourg avec Nora Hamadi. Très bonne suite de programme sur LCP.